Depuis des siècles, les couples se forment, apprennent à vivre ensemble et un beau matin, décident de fonder une famille. Avec plus de 828 000 naissances enregistrées en 2010, la France ne connaît pas la crise lorsqu'il s'agit de bébés. Mais si pour certains, le chemin est simple et rapide, pour un couple sur 6, c'est un parcours du combattant qui se compte parfois en années. Plus le temps avance et moins les chances sont grandes. J'avais plus ni 20 ans ni 30 ans, j'en avais 38. Je voulais un enfant à 20-30 ans, donc j'avais 29 ans à l'époque, mais j'avais une intuition pas très bonne. Je suis réglée comme une horloge. C'est vraiment quelque chose comme dans les livres. Mais au bout de quelques temps, je me suis quand même dit, tiens, ça vient pas. Je ne serais pas la jeune maman que j'aurais toujours voulu être. Personne n'est à l'abri de l'épreuve de l'infertilité. Quand on galère pour avoir un enfant, c'est toute la vie qui est chamboulée. C'est toujours une spirale émotionnelle intense pour le couple. Ça monte, ça monte, ça monte, et hop, on redescend dans l'autre sens, et hop, on recommence. Ça monte, ça monte, ça monte, et après ça chute, et après on retourne en arrière, et on recommence. C'est vraiment cette sensation de rester sur le bord de la route, que ça tourne. Les femmes tombent enceintes, elles ont leur bébé, elles en sont même au deuxième, et nous toujours rien. C'est le fait de ne pas pouvoir procréer, quoi, et de ne pas obtenir de descendance. Tu vas fort, là. Ne pas procréer, ne pas avoir de descendance, ça va être stérile. Être infertile aujourd'hui, c'est quoi? Tout va bien, Dieu merci, on peut avoir des enfants, simplement ça mettra un peu plus de temps que les autres. Les mois défilent et toujours rien. Quand les couples accumulent les échecs, le désir d'enfant peut virer à l'obsession. J'arrivais des périodes où Mathieu me demandait mon score. Je disais, ce soir, 12. Ça voulait dire que j'avais vu 12 femmes dans la journée, plus ou moins un terme avancé de grossesse. J'ai toujours repéré les femmes enceintes, les bébés. Je suis obligée de me corriger, de me reprendre parce que je suis capable de me retourner et de... Tu te retournes. Ouais, voilà. C'est une épreuve de couple, je dirais. D'autres vivent D'autres épreuves. la maternité, et nous, on a vécu l'échec de la fertilité, jusque-là. Et bon, c'est notre histoire à nous. La difficulté à procréer s'amplifie depuis des décennies, notamment à cause de notre mode de vie et de nouveaux facteurs environnementaux. Des milliers de couples sont ainsi exposés à ce mal du siècle. Parmi ces galériens, 4 couples ont accepté de partager leurs doutes et leurs espoirs pendant plusieurs mois. 4 couples prêts à se battre pour donner la vie. Mais leurs efforts vont-ils suffire à exaucer leurs rêves? Peuvent-ils tous avoir la chance de devenir parents? Virginie et Nicolas, ensemble depuis 4 ans, vivent dans un petit village de Normandie. Il est chercheur, elle est éducatrice et ils essaient d'avoir un enfant depuis plusieurs années. Un an après notre rencontre, en fait, on s'est dit que ça ne fonctionnait pas. Je savais bien qu'il y avait des soucis. Je le sentais puisque je le savais déjà depuis longtemps. Et j'avais plus ni 20 ans ni 30 ans, j'en avais 38. Donc il fallait faire très vite. Parce qu'on sait aussi que plus le temps avance et moins les chances sont grandes. Ouais. Ouais. Comme dans 30% des cas, leur infertilité est d'origine féminine. Virginie souffre d'une insuffisance ovarienne qui l'empêche d'envisager une grossesse spontanée. Après tous les examens qu'on a fait tous les deux, on a rapidement compris que ça venait d'elle. Avec ses ovocytes, à elle, ça allait être compliqué, voire impossible. Donc en fait, il fallait une solution. Une solution à la question qu'on se pose, c'est on veut des enfants. Après, c'est à quel prix? À ce jour, ils ont déjà enchaîné plusieurs traitements médicaux qui ont viré au cauchemar. Et comme rien n'a marché en Normandie, ils ont fait le déplacement en région parisienne pour rencontrer une gynécologue en PMA ou procréation médicalement assistée. Vous avez tout ramené votre histoire? Oui. Je vais essayer de tout comprendre. Je crois que c'est pas très compliqué. Alors, je voudrais avoir votre âge déjà, parce qu'en général, c'est ça qui coince. 41. 41 ans. Et vous avez quel âge? 40. 40 ans. Et il y a déjà eu des enfants dans votre vie ou jamais? Jamais. Ni dans une autre histoire? Jamais. On aimerait bien, hein, ça nous aiderait. Allez, racontez-moi ce qui se passe alors. On a rencontré pour la première fois un médecin, un PMA, j'avais 38 ans.
Et donc lui, son discours, ça a été vous êtes jeune, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, ça va venir, soyez patiente, blablabla. Donc tout ça m'énervait vraiment beaucoup. Et en même temps, c'est paradoxal d'être énervé par rapport à un projet comme ça, qui est un projet où on est dans quelque chose où on veut faire l'amour avec son chéri pour avoir un enfant. Et faire l'amour, c'est plutôt bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez obtenu avec ce traitement-là? On a obtenu que le traitement s'est arrêté à J9 de stimulation. Je suis allée voir la sage-femme dans la journée. Allez, respirez, racontez. Et elle m'a dit, elle nous a reçus sur le pas de la porte, elle a dit non, non, non. Ils ont laissé tomber, quoi. C'est dur à porter, tout ça. La société actuelle fait que les femmes ont leur métier, leur histoire, leur profession, pas toujours l'homme de la vie. Donc maintenant, on est libre quand on est une femme, et souvent elles arrivent assez tard. Et parfois, elles ont été suivies longtemps par des gynécologues de ville qui ont cru que les choses allaient se faire, et elles arrivent à 39, 40 ans, nous on les récupère, et après on est en face d'une insuffisance ovarienne. Donc ce sont quand même des gens qui souffrent terriblement. Alors moi, je pense que ça a été un mauvais tourbillon, tout ça, là. Mais ceci étant dit, on peut tous s'entraîner dans des tourbillons comme ça nous arrive tous. Effectivement, il y a eu un peu de retard là, sur tout ce qu'on vous a fait, puis on ne vous a pas expliqué. Votre insuffisance ovarienne, elle devait exister depuis bien longtemps. Moi, je pense que le don d'ovocytes, c'est sûrement une solution pour vous et il faut se la garder, mais pas un don d'ovocytes en France. Le succès qu'on a sur les dons d'ovocytes, c'est lorsqu'on accompagne les couples comme s'ils avaient une fille d'ici. C'est ce que je cherchais. Parce qu'il faut que vous connaissiez, il faut qu'on discute, on est là pour assumer vos angoisses, vos déceptions, qui sont grandes, c'est sûr. Hein. Au revoir. On l'aura beaucoup. Allez, bon courage. Virginie et Nicolas savent désormais que leur seule issue est le don d'ovules. Encore faut-il qu'aucun événement fâcheux ne vienne ruiner leurs espoirs. Direction Saint-Ouen, en banlieue parisienne, pour rencontrer Raja et Malik, mariés depuis 4 ans. Il est ingénieur, elle est assistante commerciale, et ils essaient d'avoir un enfant depuis plus de 3 ans. Face à l'attente, ils ont effectué un premier bilan de stérilité qui n'a rien révélé d'anormal. J'ai consulté mon gynécologue. Elle nous a adressé un de ses confrères qui était spécialisé dans les problèmes de fertilité. Et c'est là qu'on a fait, qu'il a refait son spermogramme qui est arrivé un petit peu inquiétant. C'est pas de très bons résultats, mais en tout cas, c'était franchement différent de ceux qu'on a vus auparavant. Et ça a donné une piste sur notre problème. Malik souffre d'oligo-asténotératospermie. En clair, ces spermatozoïdes sont peu nombreux, peu mobiles et la plupart d'entre eux sont anormaux. Comme dans 20% des cas, c'est chez l'homme que ça coince. Et oui, l'hypofertilité n'est pas exclusivement féminine. Limite, on se sent la moitié d'un homme, ou moi qui en plus assez macho, etc. en temps normal, c'est peut-être mon côté méditerranéen ou autre, mais je suis tombé d'eau. Ça tombe vraiment comme un coup près, parce qu'il ne s'est pas forcément posé la question. Ça allait de soi. L'homme va connecter directement à sa sexualité, au plaisir, à la performance. Donc ça va avoir un impact énorme sur sa sexualité. Où il va essayer de fuir, où il va porter la culpabilité. C'est le fait de ne pas pouvoir procréer, quoi, et de ne pas obtenir de descendance, etc. Ah, tu vas fort là. Ne pas procréer, ne pas avoir de descendance, ça va être stérile. Être infertile aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout va bien, Dieu merci, on peut avoir des enfants, simplement ça mettra un peu plus de temps que les autres. Les hommes vivent en général plus mal leur infertilité car ils la confondent avec virilité. Ils ont même tendance à se réfugier dans le silence alors que la parole constitue une étape vers l'acceptation. Ça va? Tranquille? Ça va. Et toi, bien? Ouais. Ça doit faire au moins 2 ans. 2 ans qu'on essaye. Parce qu'en plus, ce problème, il vient plus de chez moi que d'elle, quoi. Ah ouais? Ouais. Je suis pas stérile, mais presque, quoi. Et il y avait déjà ça dans ta famille? Non, justement. C'est pour ça, c'est d'autant plus tabou. Tu sais, limite, j'ai l'impression comme si c'était une tare, quoi. Oh, mais... moi, j'en connais autour de moi à qui ça arrivait. Et tu sais comment c'est chez nous, en plus. Bah... Les rebeux, là, dès que tu te maries, tac... ouais, ils attendent tout de suite un enfant. Un enfant. Tout de suite avec les enfants, etc. C'est quoi les examens que tu fais, etc. Ah, m'en parle même pas. Le pire, de chez pire, je crois, c'est tout ce qui est spermogramme, etc. Tu te retrouves dans une salle,
avec le truc 2-3 affreux. revues X, éventuellement un film. On te passe un pot stérile. Et on Ça, dit, c'est le truc le plus affreux. on dit vas-y, dès que t'as fini, tu nous ramènes le Ah, pot. c'est affreux. Et... Oh là là. Ah, mais c'est pour ça que tu m'en parlais pas. Ah non, mais... Parce que tu savais que j'allais un peu te chambrer, etc. Ça là-dessus, c'est même pas la peine que je vous en parle. Je savais que j'allais me faire torpiller tout de suite. Bon, en tout cas, si ça marche, t'as intérêt à enchaîner, quoi, après derrière. Non, je te fais pas une équipe de foot, quoi. J'en ai 2 déjà. T'enchaînes derrière, comme ça, t'es tranquille. C'est dur, mais bon, C'est la vie. c'est la vie. À Toulouse, nous rencontrons Émilie et Mathieu, respectivement profs de danse et dessinateurs industriels, amoureux depuis plus de 2 ans. Pour Émilie, tomber enceinte est un jeu d'enfant, mais c'est la suite qui pose problème. À ce jour, elle a déjà subi 6 fausses couches, toujours éprouvantes tant sur le plan physique que psychologique. Les grossesses se sont enchaînées, qui s'arrêtaient plus ou moins à court terme. Les premiers tests positifs, j'étais super contente. Je le réveillais le matin, je le secouais dans le lit, je lui montrais et on le fêtait à chaque fois. Et puis, au bout de la 3e fausse couche, qui a été la plus difficile à vivre, on était vraiment sur la réserve. Et au fur et à mesure, on doutait de plus en plus. Donc, on a perdu un peu de temps parce qu'elle pensait que c'était juste la malchance. On commence à parler de fausses couches à répétition à partir de 3 fausses couches. Il y a beaucoup d'inconnus et la souffrance qui est associée à ce genre de pathologie peut être énorme et quelquefois pire probablement que les femmes qui n'arrivent pas du tout à avoir de grossesse. J'ai commencé à me renseigner sur Internet, qu'il fallait voir, etc. Je me suis confrontée à un vide parce que pour tout ce qui est procréation médicalement assistée, il y a un protocole. On rentre, bon, il y a tel problème, on fait ça, on va voir ça. Et moi, j'avais besoin de aucune de ces choses finalement. J'avais juste besoin qu'on trouve ce qui n'allait pas dans ma façon de fonctionner, voilà, pour garder les enfants. On ne retrouve une cause, si vous voulez, à ces fausses couches à répétition que dans à peu près 50% des cas. Ça veut dire qu'il y a la moitié des cas où, malgré tout le bilan qu'on peut faire, tout est absolument normal. Alors, il y a des causes qui sont connues, on connaît des causes génétiques, il y a des causes anatomiques, des femmes qui ont des anomalies d'utérus, etc. Il y a un certain nombre de causes au niveau des systèmes de coagulation qui peuvent quelquefois être traitées d'ailleurs avec succès. Il y a des causes immunologiques, etc. J'ai une sœur jumelle, on est vraies jumelles, donc monozygotes. Et en fait, elle a été extrêmement chanceuse d'avoir ses enfants parce qu'on a découvert un problème génétique. Donc disons, j'ai tous mes gènes et ma sœur aussi, mais j'ai un petit bout du chromosome 2 qui s'est mélangé avec un petit bout du chromosome 8. Et donc quand on veut faire un enfant, ça se mélange mal. Soit ça fait des fausses couches, soit ça fait un enfant qui est complètement normal, ou un enfant qui a la même translocation que moi, de 8, mais équilibré, c'est-à-dire il a tous ses gènes, mais dans le désordre. Et il aura les mêmes problèmes que moi. Donc là, c'est quand même plus facile d'avoir de l'espoir quand on connaît l'ennemi à combattre. Émilie a enfin trouvé la cause de ces fausses couches à répétition. La prochaine étape est maintenant d'arriver à mener une grossesse à terme. Direction Rennes pour faire la connaissance de Nolwenn et Jérôme, ensemble depuis plus de 3 ans. Il est ingénieur, elle a été éducatrice et il rêve d'avoir un bébé depuis 2009. À partir du moment où moi j'ai été OK pour qu'on se lance dans l'aventure bébé ensemble, je me disais, voilà, dans 1 ou 2 mois, ce sera le début. Enfin, j'étais sans doute très naïf par rapport à ça. Jusqu'à présent, toutes leurs tentatives sont vaines et ils désespèrent de devenir parents. Leur attente est d'autant plus douloureuse que les bilans médicaux n'ont rien donné. Si 40% des infertilités sont mixtes, environ 10% sont inexpliquées, comme celle qui touche Nolwenn et Jérôme. Quand ils ont commencé à appeler ça l'infertilité inexpliquée, le mot infertilité, même si jusqu'ici je ne tombais pas enceinte, c'est un mot qui heurte. Tout d'un coup, on nous parle d'infertilité. Waouh, ça y est, on est dedans, quoi. Il faut se rendre compte quand même, parce que du coup, comme on est en infertilité inexpliquée, moi, tous les mois, j'ovule, donc tous les mois, il y a une chance. Donc j'ai dû avoir 27 échecs, 27-28 échecs depuis qu'on commence, quoi. Vu qu'il n'y a pas de problème, ben voilà, on me dit que c'est dans la tête. Et ça, je crois que c'est presque le plus culpabilisant, le fait qu'on dise que c'est parce que j'y pense trop, qu'effectivement, j'y pense. C'est même une obsession, pour être honnête, chez moi. Je ne peux pas contrôler ça. Et donc, c'est comme si la cause, c'était c'est ça, c'est moi. Je crois qu'il n'y a rien de plus idiot que de dire à une femme arrête d'y penser, parce que c'est évident qu'une femme qui a des difficultés pour avoir un enfant, elle ne pense qu'à ça. Il y a toujours une part obscure
dans le désir d'enfant, dans la fertilité. Le tout, c'est qu'il n'y a pas de raisons psychiques bien déterminées pour lesquelles on n'aurait pas d'enfant. Il faut vraiment déculpabiliser les couples, les femmes, les hommes. C'est pas parce qu'à un moment donné, il n'y a rien diagnostiqué au niveau organique que c'est un blocage psychique. Il y a probablement des cas où il y a des causes psychologiques. Hein. Bon, il y a des choses qui sont simples et que tout le monde connaît. Des stress psychologiques importants vont bloquer les règles. Donc là, il y a une cause émotionnelle qui va entraîner une absence d'ovulation. Donc il y a certainement une relation entre l'aspect psychologique et l'infertilité. Mais je pense que personne ne sait exactement comment tout ça est lié. Quand l'infertilité du couple reste inexpliquée, les médecins optent d'abord pour une technique simple comme l'IAC ou insémination artificielle avec sperme du conjoint. À ce jour, Nolwenn et Jérôme ont déjà effectué une tentative, malheureusement sans résultat. Un nouvel essai est donc prévu pour le mois suivant. Autant la première, je pense qu'on y va avec un peu de peur, mais avec aussi, ça y est, on rentre dedans, on y va, on va faire quelque chose. Puis je crois qu'on a un espoir fou, là. Tout d'un coup, on va nous proposer quelque chose de réellement, où on va nous aider. Donc, si ça se trouve, ça va marcher. Ouf, une deuxième fois, on sait ce que c'est. Oh, et là, c'est plus dur de y aller en sachant comment ça se déroule voilà. Et puis qu'il n'y a pas forcément de résultat derrière. J'appréhende énormément la prochaine insémination, vraiment beaucoup. Après des années d'attente pour avoir un bébé, la tension monte d'un cran à chaque nouvelle tentative. La prochaine insémination est extrêmement stressante pour Nolwenn, car elle implique à la fois une chance de succès et aussi la possibilité d'un autre échec. Ce diagnostic d'infertilité constitue un traumatisme pour de nombreuses femmes, plus durement éprouvées que leurs compagnons. Malgré la prise en charge médicale, beaucoup d'entre elles sont confrontées à des interrogations sans réponse. Elles trouvent alors du réconfort sur le web, auprès d'autres femmes à même de comprendre leurs blessures. Parfois, dans un rendez-vous médical, on nous indique des choses et on n'a pas tout de suite les questions qui viennent. C'est le temps d'assimiler, de comprendre qu'on va se poser telle ou telle question. Bien entendu, de conserver l'avis de son médecin après, de pouvoir leur poser des questions, mais au moins ça nous oriente. Et les forums, l'aide que j'ai trouvée là-dessus, c'est de pouvoir discuter avec des personnes qui traversent la même chose. C'est vrai que c'est pas évident d'en parler déjà tout court, mais c'est encore moins évident quand les gens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu. Internet en général, mais particulièrement les forums, c'est, on va dire, ce qui m'a sauvée pendant les 2 dernières années, principalement les 2 derniers hivers, parce que je passe beaucoup de temps à la maison. C'est ce qui me permet de rester en communication avec des gens, quoi, de pouvoir discuter, de pouvoir garder un minimum de sociabilité, si on peut appeler ça comme ça, parce que c'est que par le biais d'Internet, mais bon, ça n'empêche, ça reste des vraies personnes de l'autre côté et des vraies discussions. Tu sais, dans ce parcours, c'est normal de passer par des hauts et des bas, mais il faut y croire, tu l'auras, ton bébé. Certaines femmes tiennent même un blog dédié à leur parcours pour avoir un bébé. Le blog, en fait, c'était un peu pour écrire, me libérer. Et puis souvent, les gens lisent le blog et quand ils m'appellent au téléphone, ils savent la température à la maison, si jamais ça va bien, ça va pas bien. Donc, et ils ne posent pas des questions inutiles, voilà, quoi. La grosse question de ma vie, c'est faire des enfants. Donc le blog, il est orienté sur ce qui se passe pour nous par rapport à... il y a eu les relations avec les médecins, les traitements qu'ils proposaient, l'échec de la FIV, l'espèce de vide. Enfin, j'essayais de parler d'un peu de tout ça. Et j'avais aussi des retours d'autres personnes et pour moi, c'est important parce que ça crée du lien et de la relation et de l'entraide et aussi des retours positifs sur ce que je pouvais faire, enfin présenter comme photo, écrire, et ça, c'était important. Parce que voilà, je ne peux pas procréer, mais je peux créer. Et ça, c'est bête, mais pour moi, c'était essentiel. Ça m'a tiré vers le haut. Par contre, le seul souci, c'est que sur les forums, forcément, on est là, on essaie bébé, donc il y en a beaucoup qui tombent enceintes aussi. Ce qui veut dire que on voit passer aussi toutes celles qui... Moi, depuis que je suis sur le forum, il y en a plein qui ont maintenant des bébés de 10 mois. 1 an, 10 mois, 1 an. Donc, c'est un petit peu à double tranchant certaines fois, parce qu'à la fois, ça aide, et à la fois, quelquefois, ça enfonce un petit peu aussi. Le train intercité numéro 3302 en provenance de Cherbourg, Enfant-Gare. La situation s'aggrave pour Virginie. Depuis son dernier rendez-vous chez la gynécologue, elle a en effet découvert qu'elle souffrait d'une autre pathologie.
Donc l'hyperthyroïdie, ça nécessite un traitement long et ça, on peut pas faire d'enfant pendant ce temps-là. Donc voilà, c'est un peu le bazar. Ça remet tout en cause. Donc voilà, c'est pas facile. Ça veut dire que oui, que tout s'éloigne. Enfin, que tout s'éloigne, que les enfants s'éloignent, que de faire des enfants, tout ça. Apparemment, il y a encore pas longtemps, il n'y avait pas ce problème-là, donc voilà. Peut-être que c'est rien, peut-être que je sais pas. Virginie est à Paris pour rencontrer une endocrinologue. À ce stade, elle ignore encore si le don d'ovules prévu le mois prochain en République tchèque pourra bien avoir lieu. Mais vous avez demandé le bilan thyroïdien dans quel contexte? Il y avait des symptômes ou... Non, c'était juste dans le cas d'un don d'ovocytes. On en a fait un au mois de mai et ça a été négatif. Et moi, je voulais pas repartir juste pour repartir comme ça et faire un bilan. La TSH supérieure à 2,5, c'est pas normal. D'accord. Et inférieure à 0,27, c'est pas normal. Donc vous, il y a effectivement une hyperthyroïdie, en tous les cas, pour l'instant biologique. D'accord? Donc la thyroïde, c'est une glande en forme de papillon qui est située dans le cou. D'accord? Depuis très longtemps, on sait que la thyroïde, elle intervient sur la fertilité, aussi bien quand elle fonctionne trop que pas assez. Donc ça intervient au niveau de l'ovulation, ça peut perturber l'ovulation, mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est que ça perturbe l'implantation. D'accord? Moi, ma question, c'était est-ce qu'ils en parlent? Parce que là, il y a une date qui a été proposée, donc nous, on n'est pas maître de ces dates-là. Donc je me disais, est-ce qu'il vaut mieux pas repousser? Il y a deux alternatives. Soit je vous donne un traitement médical, vous faites votre don, vous faites votre grossesse, et en vous suivant, il n'y a pas de problème. Soit, il faut vous faire opérer. Virginie doit donc refaire un bilan thyroïdien pour suivre l'évolution de son taux. Ce soir, son rêve de bébé s'éloigne un peu plus. Pendant ce temps-là, à Toulouse, l'horizon semble plus dégagé pour Émilie et Mathieu. Après 6 fausses couches, elle est à nouveau enceinte. Émilie t'a raconté, on a du neuf. Mais oui, Forcément, on s'emballe pas comme les premières fois. Ça fait combien de fois déjà? La 7e. On est performant, on est très organisé. Mais voilà. On pourrait écrire un livre sur la technique, comment faire. Bon, après, comment continuer. Ça fait combien de temps là? En 4 semaines. On a quand même une échographie dans 2 semaines pour voir si ça va. Moi, celui-là, il va être surveillé de près déjà. Voilà. D'accord. Bon, après, c'est pas dit que ça tienne, ça marche, etc. Parce que les techniques sont. Voilà. Toi, t'avais eu un suivi quand t'as eu? Parce qu'on a l'impression qu'on voudrait presque savoir tous les jours si ça va bien, faire un contrôle régulier. Non, moi j'avais la chance d'avoir une grossesse où tout allait bien, mais effectivement, mon premier trimestre, moi j'étais complètement paniquée. Ouais, t'avais envie aussi de super savoir peur d'avoir quand une même. fausse couche tout le temps, je sais pas pourquoi. Et toi, ça va? Tu stresses aussi ou... Oui, pareil, j'attends les premières images, pour voir un petit peu, parce qu'on est toujours en train... Voir si on bat le score du grain de riz, on a fait comme le haricot, donc c'est de voir si on peut faire plus gros que le haricot quand même. Le stade qu'on n'a jamais dépassé, c'était l'échographie du troisième mois, du premier trimestre, qu'on n'a encore jamais faite. Et pour moi, ça sera vraiment l'échographie significative qui me permettra de me projeter dans une grossesse et dans un bébé. Et il y a quand même 9 mois à tenir, et c'est tellement long que voilà. Donc j'ai ton livre toujours, j'ai le livre là sur la grossesse. Alors là, je connais les premières pages par cœur. Hein. J'ai jamais été plus loin que... On n'a que ça à quoi se raccrocher, il n'y a rien. Après, quand ils sont... Voilà. Quand ils bougent... Je suis arrêtée à la 6e semaine. Il y a tout ça encore à lire. Et j'aimerais bien... En même temps, 7, c'est un chiffre magique. Oui, ça devrait être la bonne, normalement. Ouais. Vous avez mis du temps pour monter. Salut ma grosse. Ça va? Tu vas bien? Coucou Amina. Bonjour. Ça va? Ouais, folle dingue là. Bon, j'enlève mes chaussures comme ça. C'est ça? Bonjour. Allez. Toute belle. Voilà. Ça va, Raja? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Dans 2 semaines, ça fera 3 ans qu'on essaye. Ah ouais, quand même. Que vous essayez? Ouais. Ouais, et puis ça va faire 2 ans qu'on est suivi. On a refait tous les examens, donc on a remis à jour tout le dossier, donc on voit comment tout fonctionne et
Et on repart sur les stimulations, sur le suivi médical. Repiqûre, échographie, prise de sang. En espérant que ça aille jusqu'au bout quand même, là, cette fois-ci. Et tu vas tenir, parce que la dernière fois, t'as pas tenu. Hein. Avec une infirmière comme toi, je risquais pas. Hein. Je dis qu'elle m'a planté une aiguille dans le ventre. Ouais. Elle me l'a plantée, elle me l'a enfoncée. Mais non. Mais tu m'avais dit qu'à la base, c'était par rapport à Malik. Il n'existe pas de traitement pour lui en particulier? Quand on décèle un problème chez l'homme, malheureusement, il n'y a pas de traitement. Quoi. Aucun médecin aujourd'hui nous a parlé de médicaments. Quoi. Toutes les épreuves, c'est pour la femme. C'est l'horreur. C'est à toi de subir, en fait. Ouais, toi de subir. Voilà, exactement. C'est toi qui vas te faire piquer. C'est toi qui vas prendre et tout, des hormones et tout pour stimuler tout ça. Physiquement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est le traitement qui donne un coup au corps. C'est vrai que j'étais très épuisée. Quand je la vois qu'elle rentre complètement fatiguée, parfois à cause des hormones, etc. Des changements d'humeur. Je m'en rends pas compte. Ouais, moi je m'en rends compte. Et quelque part, c'est vrai que aussi je culpabilise un peu. Parce que je sais que le souci vient de moi. Et quand je vois les traitements qu'elle est obligée de prendre, ne serait-ce que par rapport à moi, c'est là où je me dis, voilà quoi, j'ai une petite femme courageuse quoi, qui fait en sorte que les choses aillent bien, même si ça vient de mon côté. Avec un peu de chance, la laborantine a choisi un spermatozoïde qui est plus beau que toi. On est bien comme on est. Après, s'il y a un troisième, c'est bien. S'il n'y en a pas, peut-être que je ne dirais pas la même chose en 10 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est comme ça que je le ressens. Il faut quand même garder en tête que l'idée, là, c'est pas d'être mère à tout prix. C'est pas une envie folle d'avoir un enfant, d'être maman. Ouais. C'est plus d'avoir un enfant à deux. Une fusion de nous deux, quoi. C'est une tortue. Raja va bientôt reprendre les traitements en vue d'une 3e fécondation in vitro. La FIV consiste à reproduire en laboratoire la rencontre entre l'ovule et les spermatozoïdes. Et pour Raja et Malik, qui souffrent d'une infertilité masculine, on utilise la FIVIXI. Cette technique consiste pour le biologiste à injecter un seul spermatozoïde dans l'ovocyte à l'aide d'une pipette. Depuis qu'on a été pris en charge par mon gynécologue, on a eu 2 essais. La première fois, vu que je suis très fertile, selon mon gynécologue, il a pris des gants, donc à me donner à sous-doser les médicaments, donc ça n'avait rien donné. La deuxième FIV ça a été tout le contraire. J'ai beaucoup trop réagi aux médicaments. J'avais fait un syndrome d'hyperovulation, donc j'avais le ventre gonflé. Les fécondations in vitro sont toujours très contraignantes pour les femmes. Elles subissent d'abord une stimulation ovarienne par injection. Elles doivent ensuite contrôler les dosages hormonaux pour déclencher l'ovulation au bon moment. 24 heures plus tard, c'est la ponction des ovocytes. Et la dernière étape est le transfert d'embryons dans l'utérus. Et là, donc, 3e essai, est-ce qu'on va avoir un traitement comme la première ou comme la deuxième fois? Qu'est-ce que je vais donner? Est-ce que je vais faire de bons ou de mauvais ovocytes? Comme on dit, mieux vaut partir des fétistes, au moins on n'est pas déçu. Pour Raja, le désir d'enfant ne tourne pas à l'obsession et sa patience lui évite bien des inquiétudes. Mais pour nombre de femmes, l'attente est souvent génératrice d'angoisse et se mue en psychose au quotidien. Attends. Tu vas où, là? Juste pour voir. Juste assis là. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Si celui-là, il est mimi, regarde. Je prends pas, je regarde. Disons que c'est un petit peu trop tôt. Je dois avouer que quelque chose qui me fait envie depuis très, très longtemps, quand je passe devant les magasins ou autres, c'est les affaires de bébés. Et principalement, j'ai un gros faible pour les pyjamas de bébé. Bon, ça fait un petit peu trop soit fille, soit garçon. Même au début des essais, je me suis autorisée à commencer à regarder tout ça et à acheter mes premiers petits pyjamas de bébé. Pour moi, le pyjama, c'est vraiment le symbole du bébé, quoi. Je sais, j'en achète plus. Je regarde juste. On continue? C'est bon? Oui. Quand on se balade, on croise souvent des gros ventres dans la rue, donc des
femmes pour qui ça a réussi. Donc des fois, Émilie est un peu jalouse de ce statut-là. Donc je lui dis de suite que non, en fait, ce sont des femmes qui ont trop abusé de la pizza et de la bière et qu'elles en sont arrivées là. Sinon, on se met à envier tout le monde et puis c'est pareil, on vit plus. C'est difficile de ne pas envier. Moi, j'ai arrivé des périodes où Mathieu me demandait mon score, c'est-à-dire je disais « Ah, bah ce soir, 12 ». Ça voulait dire que j'avais vu 12 femmes dans la journée, plus ou moins un terme avancé de grossesse. Et donc là, c'était un petit peu... on s'était un peu abusé quand même. J'essaie de moins le faire aujourd'hui. Pour Virginie, c'est sûr que ça... Comme elle en parlait tout le temps, surtout dans cette période difficile, c'est vrai que rien que croiser un enfant ou une femme enceinte, pour elle, c'était très difficile. Ah bon? Oui, oui. Tu trouvais? Ben, t'as plutôt tendance à éviter ou à détourner ton regard. Au fil du temps, c'est devenu beaucoup plus compliqué à être constamment sollicité avec des images de parents, des images de bébés, que ce soit dans les publicités, dans les films, dans la vie courante. Pour moi, c'est un des points noirs, on va dire. Moi, de toute façon, depuis petite, je ziotais les femmes enceintes, ça m'a toujours fascinée. Je ziotais les bébés aussi, tout ça m'a toujours fascinée. J'ai toujours repéré les femmes enceintes, les bébés. Moi, si dans la rue, je me retourne sur un bébé, un tout neuf qu'on voit dans un landau ou pas, je suis obligée de me corriger, enfin, de me reprendre parce que je suis capable de me retourner et de... Tu te retournes. Ouais, voilà. L'incapacité à devenir mère est d'autant plus insoutenable pour Nolwenn qu'elle souffre de fibromyalgie. Mon corps est tout le temps en mode actif, ce qui fait que c'est épuisant, il n'y a pas de sommeil réparateur, donc on est en fatigue permanente. Et puis c'est pour ça que depuis 3 ans, je ne travaille plus et je travaillais auprès d'enfants en plus, donc j'avais toujours voulu ça. Et du coup, j'avais ce contact avec les enfants qui, moi, me fait vivre, on va dire. Moralement, c'est difficile. Et puis ça accentue du coup, ça accentue tout le reste, quoi. Une vie sans enfant, pour moi, c'est... non, ça n'a aucun intérêt. Il y a des idées noires, il y a... voire très noires. Voire noir foncé des fois. Déjà, il a fallu faire un trait sur... faire une croix sur le travail, qu'il a fallu faire tout ça. Qu'il y a déjà beaucoup de frustration et que celle-là, c'est la frustration de trop. C'est la douleur de trop. On assimile souvent la procréation médicalement assistée à des montagnes russes. Et quand bébé tarde à venir, à chaque femme sa solution pour rendre l'attente moins difficile. On se fait des petits achats ou il y a des petits cadeaux. Bon, c'est pas prématuré, ça fait toujours plaisir, mais après on regarde ça avec nostalgie. Donc j'ai un petit polo bleu. Donc je me suis dit c'est mixte, on sait jamais. J'ai le même en taille 38. Puis pour la fête des pères, à Mathieu, j'avais offert un petit cadeau, donc j'étais enceinte pour la fête des pères. Et bon, finalement, on l'a aussi rangé en attendant. C'est vrai que je les regarde jamais que quand je suis enceinte et que là, je fais une fausse couche. Là, ouais, je me fais un peu de mal, je les regarde et bon, ça m'aide pas, mais à la limite, ça m'aide à faire le deuil aussi. Puis après, on repart. Bon, on espère qu'il s'avirera aussi parce qu'il est vraiment mignon. Donc mes petits trésors sont par ici. Bon, ça, c'est des doudous sur lesquels j'ai craqué. Enfin, au départ, j'ai craqué sur un seul. Et puis, comme c'est le papa, il fallait forcément la maman. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah oui, du coup, l'écharpe de portage. Ça, j'en avais entendu parler sur le forum sur lequel je suis et j'ai craqué. Ça, c'était quand j'étais un peu innocente par rapport à la PMA et tout ça. C'est une statue que j'avais achetée à l'époque où je me disais un jour je serai enceinte. Et j'aimais bien cette bonne femme avec son gros ventre. Et ça, c'est une statue africaine. J'ai lu qu'il y avait des femmes qui portaient cette statue autour de leur ventre dans la journée, qui dormaient avec et tout ça pour essayer de faire venir l'enfant. À chaque grossesse, on se faisait un petit peu plaisir en y croyant un petit peu, donc on a acheté des rideaux. Donc pour l'instant, cette chambre n'aura jamais servi, mais bon, j'aime pas la combler avec une autre fonction, donc c'est quand même la chambre numéro 2, ça va rester... voilà, ça me fait trop mal au cœur d'en faire une chambre d'amis pour l'instant ou un bureau. Voilà, c'est important pour moi qu'elle reste avec une attribution propre. Et puis petit détail qui j'espère portera bonheur, la cigogne. On les garde contre le lit comme ça pendant les travaux pratiques. On les emmène chez les médecins, faut toujours l'emmener chez le médecin. Et comme on dit toujours qu'on croise les doigts pour porter bonheur, la cigogne croise ses pattes. Voilà. Donc si avec tout ça,
Bébé comprend pas qu'il est très très attendu. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Virginie aussi aimerait que bébé arrive. Et aujourd'hui, elle revient spécialement à Paris pour consulter une autre gynécologue afin de confronter les avis médicaux. Allez-y. Alors, comment ça va depuis notre dernière... notre dernière rencontre, ça allait mieux. Déjà, c'est redescendu un petit peu quand même. Vous étiez à 9,24, vous êtes à 5,88. Et donc, dans l'autre unité, c'est aussi... Vous êtes repassé dans les normes, mais parce que ça, c'est pas les mêmes unités. Alors après, il y avait tout le reste du bilan qu'on avait fait aussi. Donc, on a retrouvé des anticorps aussi. Donc, il y a les anticorps qui agissent au niveau de la thyroïde dont vous avez les résultats là sur votre examen. Et après, il y a une grande famille où il y a tous les anticorps à l'intérieur qui sont aussi devenus positifs. Donc maintenant, ce qu'il va falloir qu'on voit, s'ils sont devenus positifs à cause de la thyroïde ou si c'est encore une autre cause d'auto-immunité. Et ça peut... Alors, de toute manière, on ne va pas tout vous faire. Alors, ça vient de sortir. On ne sait pas, vous n'êtes pas né comme ça c'est sûr. Ça apparaît à un moment. C'est comme la thyroïde, c'est la famille des anticorps. C'est pas ça qui va vous empêcher de faire le don. Maintenant, ça peut être ça qui nécessite, au moment du don, de vous encadrer par un traitement et qu'au moment du début de la grossesse, il y ait un traitement supplémentaire par rapport à ce que vous aviez eu jusqu'à présent. Mais c'est très fréquent, tout va bien. Ah oui. Quand on cherche... On trouve. Du moral tient le coup. Vous pleurez? Un peu? Beaucoup. Mais il faut vous accrocher, Là, c'est pas... Là, je vous sens décrocher. Ah oui, non, mais dans ma tête, ça tourne. Je me dis, bon, j'arrête, c'est bon, j'arrête. C'est bizarre, mais... Et c'est la thyroïde qui vous a fait décrocher? Parce que vous trouvez que ça fait trop? Le parcours est tellement difficile que c'est une épreuve de vie. Donc, au bout de 10 ans, il est aussi normal qu'elle craque et qu'elle se repose la question de si elle doit le faire ou pas. Et je pense qu'effectivement, c'est le moment ou jamais de savoir pour elle si c'est l'épreuve de trop ou s'il faut qu'elle continue à aller jusqu'au bout de son parcours. Savoir quand elle doit s'arrêter ou pas. Après avoir vu le médecin là, pour la thyroïde, je me suis dit, en fait, voilà, ça sert à rien, j'arrête. J'ai plus envie. J'ai plus envie. De me prendre la tête toutes les journées, toutes les nuits. Moi, je voudrais avoir des enfants, mais pas dans ces conditions-là. C'est très compliqué. Ce soir, Virginie rentre en Normandie le cœur lourd. À 41 ans, elle sait qu'elle n'a plus le temps de retarder l'échéance. Avec Nicolas, vont-ils tout arrêter à 4 semaines du don d'ovocytes ou au contraire, trouver le courage d'aller jusqu'au bout de leur désir d'enfant? À Toulouse, Émilie veut mettre toutes les chances de son côté pour éviter une 7e fausse couche. Pour l'aider, elle a notamment choisi l'acupuncture comme alternative à la médecine occidentale. Là, il y a un petit changement. Je suis enceinte de 4 semaines. La dernière fois que je t'avais vue, tu étais aussi enceinte. C'était un petit garçon trisomie 15, donc il n'était pas viable. Donc, voilà. Tu l'avais On a découvert le cœur qui battait plus, donc on l'a fait partir. Les autres fausses couches, tu les avais fait au bout de combien de temps? Entre 3 semaines de grossesse à 6 semaines, 7 semaines de grossesse. Ok, donc je vais t'ausculter. Je vais prendre ton pouls. Regardez la langue. Tire la langue. Ouais, donc c'est la langue tremblante. Dans le cœur, ça c'est l'agitation. Ça peut être juste le stress. Ouais. Voilà. Le pouls de la femme enceinte est particulier. La 3e position du pouls qui correspond à ton utérus est plus stimulée. Donc elle tape plus fort que d'habitude. Ouais, donc c'est bon là.
Une autre cause de fausse couche, c'est quand l'utérus est trop froid. Il faut toujours tiédir le ventre. Les gens qui ont l'habitude d'avoir les pieds froids et la tête chaude ont en fait le froid d'un corps jusqu'à la taille. Et lorsque le fœtus est dans un utérus froid, il a tendance à moins bien tenir. En chinois, si on traduit le mot utérus, c'est un mot, c'est une image, hein, comme tout ce qui est en chinois, ça s'appelle la chambre du sang. Donc le sang est vraiment présent dans la matrice. Donc c'est quelque chose qu'il faut tout le temps nourrir. Il faut que les parois sont pleines, déjà qu'il y ait beaucoup de sang, du sang fluide, mais aussi nourri. Ça veut dire qu'avec tous les sels minéraux, les oligo-éléments, tout ce qui va bien. Et après une fausse couche, c'est comme si c'était une femme qui avait fait une hémorragie. Je la traite comme une femme anémiée. Tout ce qui est vraie stérilité, vous trouvez la cause dans le diagnostic. C'est une des 3 causes, vous le voyez. C'est ou les reins, ou l'estomac, ou le cœur. Il y a un vaisseau, ce vaisseau-là qui traverse tout le corps, on l'appelle le vaisseau conception. C'est pour ça que c'est quand même le vaisseau sur lequel on met le plus de points. On traite le corps en entier, on regarde tout ce qui ne va pas. On refait les fonctions vitales. On n'agit pas vraiment sur l'utérus ou sur la fonction comme le ferait une fille, ou sur la section embryonnaire ou des spermatozoïdes. On ne peut pas agir. Et voilà. L'acupuncture n'est plus une médecine parallèle réservée à quelques adeptes. À Paris, l'hôpital Pierre Rouquès-les Bluets a d'ailleurs lancé une étude sur les effets de l'acupuncture en PMA. Pour contrer ce qui se dit en Occident, à savoir l'acupuncture est-elle placebo ou pas, l'idée c'est de justement avoir un groupe placebo. Et donc il y a un tirage au sort, les femmes sont soit réparties dans un groupe avec de la vraie acupuncture, soit avec de la fausse. Donc là je vais vous faire une séance maintenant et une autre juste après le transfert des embryons. Ce qui est intéressant à ce stade-là du parcours, c'est qu'on peut vraiment agir sur la qualité de la vascularisation, la détente des femmes pour que les conditions soient optimales pour un accrochage des embryons et améliorer les taux de réussite. C'est en ce sens-là que nous, on arrive comme technique complémentaire. C'est vrai c'est la première fois en France qu'on mène une étude de ce genre-là dans le domaine de la PMA avec l'acupuncture. C'est la première fois que l'acupuncture est intégrée dans un service hospitalier. À tout de suite. Retour à Saint-Ouen où Raja reçoit ses beaux-parents à dîner. Cette réunion de famille est redoutée par Malik qui n'aime pas beaucoup s'étendre sur son infertilité, surtout avec ses proches. Moi, en fait, là, t'es pas du tout partie en vacances, toi, Raja, au mois d'août, alors? Non, je suis restée là. T'es restée là, t'as fait Ramadan? Oui. Oui, par rapport à ton traitement, alors, c'en est où? Parce que ça fait un petit moment que tu m'en as pas parlé. On a tout recommencé de zéro. Et pourquoi, hein? Parce qu'il était vieux, notre dossier. Il était vieux, mais t'avais commencé un petit traitement. Non, on l'avait laissé tomber. Et pourquoi vous avez laissé tomber? C'est trop contraignant. Par rapport à quoi? Les piqûres, j'avais 3 piqûres par jour pendant 6 semaines. Non, parce que je connais pas trop les effets secondaires de ce genre de traitement. C'est ce qu'on appelle le SHO, le syndrome d'hyperovulation. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il reste comme solution? On va commencer, la même méthode. Pourquoi vous n'en parlez pas? Je sais pas, vous nous mettez quand même un petit peu au courant, parce que bien sûr, nous aussi, on n'a qu'une seule envie, c'est d'avoir des petits-enfants de votre côté, hein. C'est pas un problème qui est tabou, ça, c'est... Si, c'est tabou. T'as des milliers de gens qui sont comme ça. Par rapport à quoi tu trouves que c'est tabou? Déjà, moi, j'aime pas, pour commencer, tout ce qui est médical, etc. Et après, le téléphone arabe, chez nous, ça va super vite aussi. Téléphone arabe, tu en parles à tes parents? Toi, tu vas appeler Aziza Bondi, la grand-mère. La grand-mère, elle va dire diffusion générale. Après, tout le monde, ils vont dire... Mais pourquoi? Parce que toi, tu prends ça comme une honte ou quoi? Bah ouais. Le souci aussi chez nous, c'est peut-être aussi d'un point de vue peut-être culturel ou je sais pas, mais que ce soit dans la famille ou les amis de la famille... Il y a une pudeur? Il y a une certaine pudeur déjà pour commencer. J'ai pas forcément envie d'en parler parce que moi déjà je me sentais mal par rapport à ce sujet-là. Et puis après à l'inverse, je voulais pas que ça se sache parce que je voulais pas entendre des phrases du genre oh mesquine, chez nous ça veut dire le pauvre, il peut pas avoir d'enfant, etc. Tu veux pas qu'il y ait de la pitié? Je veux pas de pitié de qui que ce soit. Après maintenant ça dépend vous à quel degré vous voulez prendre ça. Si vous voulez le prendre dramatique, si vous voulez le prendre ça marche pas, ça marche pas. Ça vous empêche pas, du moment que vous êtes en bonne santé et vous vous aimez, c'est l'essentiel. Hein. Maintenant, bon, c'est pas, la porte, elle n'est pas fermée pour vous encore. Il y a pas mal de choses à essayer. Et puis la médecine, elle avance tellement vite. Mais eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous donnent l'espoir que ça peut marcher? Ah oui, ils sont très confiants. On est croyants tous les deux. C'est vrai qu'on a la foi.
Pour nous, la religion et la science sont deux choses distinctes, mais qui vont ensemble. On a des médecins aujourd'hui face à nous qui à aucun moment nous ont dit qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants. Donc on a foi en la médecine et foi en Dieu. Et donc c'est vrai que ça nous permet aussi de relativiser, de se dire que la médecine nous aidera et que si Dieu veut, on y arrivera. Bon, alors, pourquoi c'est- vous vous désespérez que Non, Malik j'espère pas. a du mal à, tant que ça, à en parler? Malik, il pensait un peu comme un échec, lui. C'est pas un échec, hein. Et toi, mon bébé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Lui, il veut bien des petits cousins et des cousines du côté de tonton Malik, quand même. Bah oui. Alors, il attend ça avec impatience aussi, lui. Avec l'échec des 2 précédentes fives, Raja et Malik doivent apprendre la patience et la persévérance. Mais ils sont loin d'être les seuls à enchaîner les traitements et les déceptions. Certains couples infertiles multiplient les essais pendant des années avant de connaître le bonheur de devenir parents. On s'est rencontrés en juillet 2005 et on a commencé à parler de notre désir d'enfant très rapidement. Et puis 1 an plus tard, ça devait être en novembre 2006, rien de rien. Après examen, le cas d'Anne-Laure et Julien relevait des infertilités inexpliquées. En 2009, ils ont enchaîné 5 inséminations intra-utérines, toutes négatives, qui ont gravement épuisé la jeune femme. J'ai appelé ma gynécologue et j'ai dit j'en peux plus, il faut qu'on fasse autre chose. J'ai l'impression, si je fais la 6e, pourquoi ça marchera plus que les 5 précédentes? Là, j'avais atteint mon quota max de ce que je pouvais faire en insémination. J'en avais marre, quoi. Et donc là, elle a dit de passer aux FIV. C'est plus compliqué, les FIV, c'est plus long. Plus d'injections aussi, finalement. Quand si je fais le calcul à la fin, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais c'est assez monumental. Et là, c'est vrai que c'est le moment où on espère vraiment, quoi. On se dit, bon, là, on nous dit qu'il y a des embryons, après on met des embryons, là, on y croit, mais à mort, quoi. Et là, l'échec de la première fille, là, c'était dur, quand même. Incompréhension. Oui, les échecs des FIV sont beaucoup plus difficiles à accepter que les échecs d'insémination. On aurait enchaîné tout de suite sur la 2e. Et là, ça a été dur, la 2e, parce que on ne tient plus, on fait des tests de grossesse avant. Et c'était positif, mais je commençais à perdre du sang. Donc moi, je savais que c'était cuit, mais il fallait quand même retourner à la prise de sang le vendredi pour le constater de visu que c'était cuit. Là, ça a été... Ça a été le plus dur. De tout le parcours, ça a été vraiment le plus difficile. Parce qu'on y a cru. On y a cru une soirée, en fait. On y a cru une soirée. Ouais, c'est vrai que je pense que l'échec de la 2e fille a un peu gâché la joie de la 3e. La persévérance de ce couple a payé puisque la 3e fécondation in vitro a été la bonne. Mais ils n'oublient pas tous les obstacles qu'ils ont dû affronter avant de donner naissance à leur fils Romain. C'est tellement de déceptions, tellement de... Au début, on compte les cycles. Quand on arrive au 45e... On dit mais c'est pas possible, c'est 45 fois j'ai été malheureuse, quoi. En gros, ça arrive à ça. Et on ne sait pas comment réagir à la réussite. On est bien cadré, on sait comment réagir à l'échec, mais à la réussite, ça fait bizarre d'un coup. Très paradoxalement, on a l'impression, le jour de la prise de sang positive, enfin pour moi, d'être arrivé au bout. Voilà, on a fini. Et en fait, on commence parce qu'après, il y a 9 mois de grossesse et c'est super long. Parce que nous, on se dit, c'est bon, on a gagné, on a la prise de sang, c'est marqué sur le papier, on va avoir un enfant. Mais on l'a pas tout de suite. Il faut... Là où les autres commencent, enfin, je sais pas, on a discuté, on a l'impression d'être arrivé au bout. Une grossesse, normalement, c'est 9 mois. Chez nous, ça a été 4 ans. Et puis, je crois que ce qui est important aussi, c'est que jamais on a baissé les bras. Jamais Anne-Laure a baissé les bras, surtout, parce que physiquement, c'est évidemment elle qui a le plus supporté. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif, qu'on n'est pas là pour faire des examens, mais qu'à la fin, on finit par avoir un enfant. Et un vrai, qui fonctionne très bien. Et en plus, il est gentil. Voilà. Ouais. Quand l'enfant se fait attendre, la vie du couple est forcément bousculée. Au début, la libido exulte, mais très vite, les courbes de température rythment la vie intime. La vie sexuelle était pas mal rythmée par ce désir-là, par ce besoin-là, à savoir effectivement à quel moment il faut. En plus, moi, il se trouve que je sens très très bien mon ovulation, donc de toute façon, je ne pouvais pas la louper. Au fil du temps, ça rend forcément les choses moins spontanées et puis assez rythmées par le calendrier, quoi.
C'était expédié, on va dire. On a mine de rien pris l'habitude de faire comme ça, et c'est pas comme ça qu'on a envie que ce soit non plus, quoi. Le diagnostic d'infertilité va avoir un impact, des répercussions sur le couple, sur sa sexualité, sur son bien-être. Donc, continuer à avoir des activités, continuer à avoir une sexualité réjouissante. C'est bien beau hein, quand on prend des traitements et qu'il y a une baisse du désir, parce que ça joue aussi au niveau hormonal, hein, c'est pas rien. Hein. C'est simple, mais il y a quand même une distance, il y a quand même une souffrance. Et quand on est déprimé, on n'a pas forcément envie de faire l'amour. En tant qu'homme, le fait de suivre son calendrier biologique, c'est difficile, mais en fait, on l'a pris du côté humoristique, on va dire. Ouais. Parce que ça devient tellement sérieux, tellement aberrant, qu'en fait, ça devient rigolo. Et quelque part, ça nous a sauvés, parce qu'on a réussi à le faire quand même, malgré cette contrainte qui est complètement hors sentiment, hors amour qu'on porte l'un pour l'autre. Et puis, ça peut être extrêmement démobilisant pour un homme de lui demander il faut que tu fasses l'amour, c'est l'heure, c'est le moment. Et il s'imagine ensuite qu'il va faire un enfant pendant ce rapport, que ce rapport va produire quelque chose, alors qu'on peut être dans un désir charnel, peut-être un petit peu bestial. Donc, c'est extrêmement culpabilisant. Il ne faut pas que j'aille courir le soir pour être en forme. Il ne faut pas faire tel effort, il ne faut pas trop manger. Donc, du coup, on a énormément ri. Ah oui. Sur le moment. On riait jaune, mais on riait quand même. Sur le moment. Et on savait bien que c'était complètement aberrant. Je trouvais que même des fois, moi, je disais, bon, allez, il faudrait, mais moi, je veux pas. Et lui disait, allez, si, on y va, et tout ça. Alors moi, je disais, bon, d'accord, on y va. Mais des fois, je trouvais qu'il était plus motivé que moi, parce que... Et ça, pour moi, c'était bien, parce que je me disais, au moins, lui, il y croit ou il fait semblant d'y croire pour moi, et c'est déjà beaucoup. Suite aux bons résultats immunologiques de Virginie, le couple a décidé de confirmer son voyage en République tchèque pour un nouveau don d'ovules. Donc là, c'est le jour où on doit y être. Ouais, la fille, elle donne ses ovocytes, et toi, il faut que tu donnes. C'est le prélèvement. Est-ce que tu veux rester une journée de plus après le transfert ou pas? Je ne sais pas. C'est ça qui est... C'est ça qui est la loterie. C'est la grande loterie. En France, le don d'ovocytes est basé sur la gratuité, l'anonymat et le volontariat. Mais comme le délai d'attente est supérieur à 3 ans, Virginie et Nicolas ont choisi d'aller à l'étranger, faute de possibilités dans notre pays. En fait, le choix du don d'ovocytes se fait par défaut. On a procédé graduellement. Avec ces ovocytes, à elle, ça allait être compliqué. Il fallait une solution. Une solution à la question qu'on se pose, c'est on veut des enfants. Après, c'est à quel prix? Le don d'ovocytes, c'est pareil, hein, le don de gamètes ou le don de spermatozoïdes pour l'homme, c'est quand même pas simple. C'est quand même un sacrifice pour la femme ou pour l'homme de ne pas pouvoir transmettre son patrimoine génétique. Et si je ne transmets pas mon patrimoine génétique, qu'est-ce que ça implique pour moi? Est-ce que cet enfant va me ressembler? Est-ce que quand il va naître, est-ce que je vais pouvoir vraiment nouer un lien comme je l'aurais fait avec mon enfant génétique? Dit comme ça, on peut se dire, on s'en fout du patrimoine génétique. À la moitié. À la moitié, oui, excuse-moi. Non, mais... Mais c'est... À un moment, on se dit, là, je vais avoir un enfant. C'est ça l'essentiel. Moi, j'avais besoin de temps pour travailler cette question d'avoir un enfant, mais sans lui transmettre... Ton patrimoine génétique. Voilà, mon formidable patrimoine génétique, transmis par des générations avant moi. Et donc maintenant, on est dans une société où on se retrouve avec une paternité, une maternité qui va être différente. Mais légalement, le don d'ovocytes fait que l'enfant est de soi. Donc on a tout le temps, il n'y a pas de questionnement. C'est simplement la ressemblance, mais même quand vous avez été adopté, parfois vous finissez à vivre avec vos parents, à leur ressembler, parce qu'on a les mimiques, on a le partage. C'est ça qui fait qu'on est fils d'eux. Simplement, c'est quelque chose à travailler, quelque chose à dire, et de mettre de côté tout ce qui est de l'ordre du secret. À quelques jours d'une seconde insémination artificielle, Nolwenn a dû recommencer les traitements hormonaux. Alors pour évacuer les tensions, elle a invité sa mère et son beau-père à déjeuner. Salut. Bonjour, Nolwenn. Salut, Daniel. Je dois prévenir l'hôpital au premier jour du cycle. À partir de là, on détermine le jour où je commence ma première piqûre, c'est-à-dire au 7e jour. Pendant 5 jours, je me pique ici toute seule.
Et le 6e jour, je vais à l'hôpital le matin pour une échographie et une prise de sang pour voir où ça en est. Il y a une pression. Mais le jour en plus où tu te retrouves à l'hôpital, dans le cadre de l'hôpital, ça fait pas naturel, quoi. C'est pas comme ça qu'on attend d'être enceinte, donc forcément... Ah bah non, normalement c'est simple, normalement c'est même chouette. Après, si ça marche comme ça, on prend. Hein. Oui. Patate. Normalement, c'est tellement naturel qu'on n'a même pas le temps, en général, de se poser la question. Tiens, ce serait peut-être le moment, là. Maintenant, on est bien, tiens, on va avoir un enfant. Bah oui, puis ça vient tout seul. Et je pense que cette espèce d'insouciance compte quand même aussi dans le fait d'y arriver, parce qu'en fait, on est tellement insouciant que on ne sait même pas, on n'a pas eu le temps de se dire, on va pas y arriver, on ne se l'est même jamais dit. Et là, on en arrive à c'est c'est psychologique. Non, mais dire qu'il puisse pas y avoir un aspect psychologique, ce serait peut-être... Oui, mais c'est pas juste mais pense, c'est sûrement pas pense que pas. ça. Et de toute façon, c'est sûrement pas que ça. C'est obligatoire, parce que on y pense forcément. L'entourage est toujours maladroit. Par définition, il est maladroit. Parce que quand on est confronté à une nouvelle difficile, on ne sait pas comment réagir, on est démunis. On est quand même dans une société où on est dans le bien-être, dans le plaisir, où on n'a pas le droit d'être malheureux. Et si on est confronté à un incident, faut faire avec. Le papa, la maman, le beau-père, la belle-mère, ce diagnostic d'infertilité et ce qui arrive à leurs propres enfants, ça va les renvoyer à plein de choses. Autour de nous, ce qu'on voit, c'est tous ceux qui nous disent « Ah tiens, on va avoir un bébé. Ah tiens, on va avoir un deuxième. Ah tiens, on va avoir un troisième. » Gloups. Mais voilà, tous ces gens qui sont heureux de nous montrer les photos ou de nous parler de leurs enfants. J'aime ça, hein. Mais après, il faut rentrer à la maison. Hein. Faut faire avec. Oui, mais en même temps... Faut faire sans, surtout. C'est important pour eux aussi de montrer leur vie. Ils peuvent pas... Et oui, mais Et en même temps, c'est important pour vous deux de ne pas vous couper de tout ça non plus, quoi. Mais bon, c'est pour ça que, tu le sais bien, nous on est là, c'est sûr qu'on peut en parler, voilà, même si c'est pour pleurer, même si c'est pour faire le gros coup de blues. Et donc quelque part, je suis là comme assistante, on va dire, à côté. Toi, tu n'as pas à considérer que c'est toi le poids lourd et qu'on ne peut rien faire ensemble. Je crois que ce qui est important, c'est d'arriver à vivre avec ce problème-là. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut quand même continuer à vivre, de vivre avec cette maladie, parce que c'est quand même une vraie pathologie, de ne pas pouvoir d'enfant. Donc sûrement pas d'essayer de minimiser les choses en disant « arrête d'y penser, tu vas voir, ça va venir tout seul, etc. etc. » On ne peut pas dire ça à une femme ou un couple qui essaie d'avoir un bébé depuis 2 ans ou 3 ans et qui voit des médecins tous les 2 ou 3 mois, c'est certain. Tout le monde connaît une femme, au moins. Tout le monde connaît un couple qui a essayé pendant des années et tout, puis tout d'un coup, alors, soit à la version adoption, ils ont commencé et du coup, elle est tombée enceinte, soit à la version mariage, ils sont mariés, du coup, elle était à fond dedans, du coup, elle est tombée enceinte, soit à la version déménagement, il y a plusieurs variantes, en fait. Nolwenn ne croit pas si bien dire. L'histoire d'Anne-Laure et Goulen prouve le facteur psychologique dans certaines infertilités inexpliquées. Après 4 ans d'essais naturels infructueux, ils ont enchaîné 6 inséminations sans résultat. Le couple, qui attend aujourd'hui son 2e enfant, avoue volontiers l'impact émotionnel lié au désir de parentalité. On est centré sur le problème, on n'arrive pas à avoir d'enfant, donc on pense qu'à ça tout le temps. Donc on nous dit qu'il ne faut pas penser à ça, mais on pense à ça. Forcément, on n'y arrive pas. C'est pas possible. Inconsciemment, forcément, le fait de penser qu'à ça, d'être omnibulé par ça, ça doit forcément sans doute créer un blocage quelque part. Mais comme c'est inconscient, c'est difficile de savoir sur quoi agir. Mais effectivement, on a ressenti le besoin à un moment donné d'aller voir un psychologue, justement, qui suit les couples en PMA. La dernière insémination, en fin de compte, elle a raté au mois de juin. Et bon, Anne-Laure, elle est vraiment pas bien du tout. Donc on s'est dit, il nous faut un projet. Il faut un projet, donc on est parti sur le projet d'achat de maison. Donc Anne-Laure est tombée enceinte, on va dire une semaine après qu'on ait signé pour la maison, quoi. C'est un hasard peut-être, c'est difficile à savoir en fin de compte. Moi je sais que quand on me dit que c'est grâce à la maison, c'est pas que ça m'énerve, mais je me dis après peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est pas ça non plus. Et parce qu'en même temps, le fait d'avoir une maison avec plein de chambres et en se disant ça va rester vide, ça m'angoissait un petit peu aussi. Donc bon, après l'incertitude n'a pas duré très longtemps. Mais... À Saint-Ouen, Raja recommence les traitements en vue d'une 3e FIV.
Et comme toutes les femmes qui travaillent, elle doit faire preuve d'une parfaite organisation pour concilier tous ces rendez-vous. Quand on a des stimulations à faire, c'est tout un calendrier à mettre en place, tout un planning, toute une gestion. Surtout quand on travaille, c'est pas évident. Mais je suis moins gênée par la piqûre du soir que par la prise de sang le matin et l'échographie le matin, où là, c'est vrai que par rapport au horaire de travail, je suis en plein dedans, quoi. Bonjour. Comment ça va? Bien et vous? Bien. Alors? Bah, me revoilà. Ça n'a pas marché. Voilà, ça n'a pas marché? Non. Donc là, on recommence tout à zéro. On commence tout. Bon. J'ai mis 203. Hein. Ah oui, de toute façon, je vous ai déjà montré mon tableau, hein, avec tous les bébés. Ah non, je n'ai pas vu. Je vous ai jamais montré le tableau avec tous on les ne m'a bébés. jamais montré votre tableau. Alors, venez avec moi voir le tableau. Bon, c'est quelques photos que les mamans nous ont données, en fait, d'enfants qui sont nés par le biais de procréation assistée. Et ça a été fait à la demande d'une maman qui m'avait dit une fois, vous savez, on a tellement peu le moral, on est tellement désespérés que ça fait du bien de temps en temps de voir que ça aboutit. Vous vous dites tout bien que si je ne suis pas venue vous dire, c'est que ça n'avait pas marché. Je trouve beaucoup de femmes désemparées parce que c'est un vrai parcours du combattant, parce qu'ils ont des histoires qui ne sont pas toujours faciles. Elle fait partie de ces femmes qui étaient inquiètes au départ, qui étaient très angoissées. Et au fur et à mesure du temps qu'elle a commencé à parler, qu'on a pu échanger, on l'a senti se détendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai senti se détendre et être en confiance. C'est vrai qu'au début, quand on commence un traitement, on vous balance un diagnostic, on vous donne un traitement. Et c'est la première fois, donc vous avez la peur de l'inconnu, vous ne savez pas comment ça va se passer, puis vous ne pensez pas forcément poser des questions. Mais bon, là, c'est génial, là, de tomber sur une infirmière qui suit plusieurs patients. On les écoute. Qui sait comment ça marche. Enfin, moi, je veux dire, je ne savais pas faire une piqûre, on me demandait de la faire moi-même, mais c'était hors de question. Et vous êtes toujours en train de courir, toujours en train de bosser? Toujours. Toujours courir beaucoup ou vous faites un peu plus cool? Là, ça va que c'est encore que le début. Puis j'espère que ça ne va pas durer longtemps. Vu qu'on est sur le même traitement que la dernière fois, je pense qu'ils ont dû voir que ça fonctionnait. Mais j'espère que je ne vais pas finir avec l'hyperovulation. Allez, vous respirez. Merci, à vous aussi. Au revoir. Allez, au revoir. Certes, la procréation médicalement assistée est contraignante pour les femmes qui travaillent. Mais l'activité professionnelle est d'abord une soupape pour endurer les traitements. Quand on bosse, le temps passe plus vite et les obsessions s'estompent. J'ai la chance d'avoir un travail qui me plaît vraiment, que j'ai choisi depuis que je suis ado à peu près et que j'ai pu aboutir en fait. Et c'est vrai que pendant l'attente qui ont précédé la venue de la grossesse, ça me permettait le soir de me changer les idées, de complètement m'évacuer de tous les problèmes, et puis des échéances, des examens. Une personne qui ne travaille pas, ça va être très très compliqué. On est plus disponible pour les examens, on peut avoir des rendez-vous plus rapidement parce qu'on ne travaille pas, mais d'un autre côté, on est que dans ce bain-là, des examens, de l'attente, donc ça devient vraiment un psychotage intensif. Quand je suis avec mes élèves, je ne pense pas à ce qui se passe autour, je pense vraiment au moment présent et ça m'a permis de vraiment tenir le coup en attendant. Pour Virginie, le désir d'enfant est tellement fort qu'il a même bouleversé sa vie sociale. Moi, j'étais dans un truc où c'était des idées obsédantes qui revenaient sans cesse et qui marquaient tout ce que je faisais. Tout ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas. J'ai pas d'enfant, mais donc je vais bientôt en avoir un, donc je peux pas prendre ce travail-là, par exemple, parce que à cette époque-là, je cherchais un poste de cadre, et je me dis, je peux pas m'engager dans un poste de cadre en sachant tout ce que ça implique, et puis moi, par rapport à ce que j'envisage d'un engagement dans un travail, si dans 6 mois, je leur dis que je suis enceinte. Et donc j'ai raté des postes par rapport à ça, parce que j'étais à des entretiens où j'avais 3 jours de retard et j'étais complètement hystérique. Je me disais, j'ai 3 jours de retard, tout en sachant que je savais pertinemment que ça n'avait pas fonctionné, mais que je me disais que quand même peut-être, donc c'était du délire total. Certaines femmes peuvent être tentées d'arrêter de travailler, mais ne plus du tout travailler, se couper du lien social. Je pense que c'est absolument pas la solution et que c'est plutôt négatif. Simplement, vous avez des femmes qui vont être extrêmement fatiguées par rapport au traitement et cela s'explique que de temps en temps, il y a des coupures. Mais c'est quand même plutôt positif de garder ce lien, quitte à expliquer à son employeur, voilà, même si c'est pas toujours bon d'annoncer à son employeur qu'on a un projet d'enfant, c'est pas parce qu'on a un traitement que d'aller au travail, ça va nous empêcher d'avoir cet enfant-là. Mais non, on vit. De pas prendre de risques, c'est une chose, et de s'arrêter de vivre, c'en est une autre.
Direction l'aéroport Charles de Gaulle pour retrouver Virginie et Nicolas. Si les complications médicales des mois précédents n'ont pas entaché leur détermination, ils s'interrogent quand même sur l'intérêt de leur voyage au vu de la dernière échographie. Bon, alors la dernière nouvelle, c'est lundi matin. Je suis allée faire une échographie pour être bien sûre de moi. Et bing, là, le médecin me dit que mon endomètre est à 5,7 mm, alors que 6 jours avant, il était à 9. Donc voilà, donc on part. Mais il n'y aura sans doute pas de transfert si mon endomètre n'a pas la taille adéquate. L'endomètre est la muqueuse de l'utérus. Et quand il est inférieur à 8 mm, sa petite taille empêche tout espoir d'une éventuelle nidation. Ce qui explique les doutes de Virginie à quelques jours du transfert d'embryon. Moi, je suis passée du mois de juillet où je me disais ça y est, on redémarre avec un bon médecin, on va repartir dans de bonnes conditions, où d'un coup, plus rien n'était possible, même pas une éventuelle grossesse, parce qu'avec cette maladie-là, il faut des mois et des mois de stabilisation. Et puis vers la mi-septembre, les choses sont revenues un peu à la normale dans ma tête aussi. Les médecins ont dit on peut y aller, suite à tous les examens qui ont été faits, vous pouvez y aller, donc on a décidé de partir. Et puis voilà, donc on part. Pour moi, en fait, il n'y a pas de pression là presque sur ce voyage, puisque j'ai l'impression d'avoir tout vécu là. De toute façon, tout et n'importe quoi, donc là, c'est compliqué financièrement de devoir y retourner, mais en même temps, voilà, c'est pas la fin du monde. Il a dit que pour lui c'était bon, donc on passait à l'étape suivante, donc fabrication d'embryons. Et suivant les embryons, on fait un transfert dans une semaine. Cette fois on tient le bon bout, donc au moins on va faire une tentative. Une vraie tentative, pas une moitié de tentative. L'information du jour. Nous avons sur 9 ovocytes, 7 étaient matures et nous avons maintenant 6 embryons. La nouvelle de la journée, c'est que nous avons toujours 6 embryons. Ça c'était bien, c'était ce matin, il a failli pleurer. J'ai vu, il avait les yeux. Pleurer. Ouais, si. T'avais les yeux tout mouillés. Bref, nous en avons 2 avec 8 cellules et 4 avec 6 cellules. Il est triste. – 15h30. On rentre du transfert. Le transfert de je sais pas quoi d'ailleurs. Si, de 2 petits bidules. Ouais, encore plus petit que l'autre fois. Pas dans la merde. Mais ils sont pas sous-développés non plus. Ah non, ils sont pas sous-développés. Ils sont pas développés du tout. Alors comme ça, c'est bien. Mais ils sont pas développés du tout. Mais si, ils sont développés. Non, c'est des négatifs, ils sont pas développés. N'importe quoi. Alors si là on réussit, avec ce qu'on lui a mis dans le ventre, eh ben je sais pas ce que je fais, mais ça m'étonnerait. On verra bien. Bah oui, on verra. À Rennes, c'est le jour d'une nouvelle insémination artificielle pour Nolwenn et Jérôme. Si ce protocole n'a plus de secret pour eux, l'émotion est néanmoins palpable chez ce couple en quête de bébé. C'est une journée décisive pour nous parce que il n'y a pas tant que ça de tentatives et donc il faut que ça se passe du mieux possible et que ce soit la bonne tout simplement. Donc c'est un peu stressant.
C'est forcément différent pour Nolwenn et pour moi parce que la suite après se passe dans son corps, à elle. Et moi, mon rôle va s'arrêter aujourd'hui. Le matin d'une insémination intra-utérine, l'homme doit se rendre dans un laboratoire spécialisé pour effectuer le recueil de sperme. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai rendez-vous à 8h30 pour... D'accord. Bonjour. Le prélèvement est prêt. Oui, très bien. Je check. Le but, c'est de récupérer les meilleurs spermatozoïdes, en fait. On fait des gradients de sélection sur des colonnes et ça nous permet de récupérer les spermatozoïdes les plus lourds, les plus aptes à féconder, en quelque sorte. Voilà. Donc on est basé sur une centrifugeuse après. Voilà, c'est parti pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc, je récupère les 2 gradients du monsieur. Qu'à regarder après. Le résultat final, les spermatozoïdes récupérés. Donc la partie laboratoire est finie et maintenant ça va être un gynécologue de prendre la suite. 2 heures plus tard, c'est Nolwenn qui arrive à l'hôpital. Elle affiche une certaine appréhension et les minutes lui paraissent bien longues dans la salle d'attente. Bonjour. Allez. Alors, asseyez-vous, je vous laisse vérifier l'identité. Oui. C'est bon. C'est bon. Je vais vous faire signer les papiers. Merci, vous allez pouvoir vous installer. Oui. Je peux avoir des infos sur les petites bêtes? Il y en avait, c'était bien. C'était bien. On en a séminé 3 millions. D'accord. Et on pousse tranquillement. Voilà. Merci. Je reste un petit peu comme ça? Vous restez un petit peu allongé le temps que je fasse des ordonnances, puis après vous pouvez vous rhabiller. Ok, on est passé de l'autre côté, hein, maintenant il faut attendre. Mais je sais pas si c'est le fait d'avoir beaucoup eu d'échecs, on va dire. J'ai vraiment un blocage quant à la projection, quoi. Je pense que là, c'est fait, j'arrive plus à penser à l'après, j'arrive plus à penser aux résultats. Enfin, je crois que là, je vais squeezer et puis on verra. On verra. Dans 2 semaines, Nolwenn saura si l'insémination a fonctionné. Mais d'ici là, elle doit gérer seule l'attente avec sérénité. Difficile de rester calme quand on espère un si précieux trésor depuis tant d'années. Pour patienter en toute quiétude, Virginie a trouvé une solution. Depuis le don d'ovocytes, elle pratique l'auto-hypnose afin de faciliter l'implantation des embryons. C'est aussi un moyen efficace pour chasser le stress inutile. Vu que je n'allais pas bien du tout cet été, donc je me dis il faut que j'aille vers cette tentative en étant le plus détendu possible. J'ai trouvé un CD sur le travail de relaxation, mais complètement dédié à un traitement de FIV. Donc c'était exactement ce qu'il me fallait. Donc il faut se mettre au chaud, hein, parce que généralement on s'endort. Et pour cette prochaine partie Hop là. de votre voyage, donc il y a 2 parties. Une première partie, c'est depuis le début du traitement jusqu'à la ponction. Et la deuxième partie, c'est à partir du transfert des embryons. Donc on fait tout un travail d'abord sur la respiration, et puis sur la visualisation des différentes parties du corps et tout ça. Mais ça, c'est le travail classique de la relaxation, de la sophrologie. inspirez, expirez. Libérez la tension, l'angoisse et le stress.
La procréation médicalement assistée est un long chemin ponctué d'échecs, d'espoirs et de doutes. Et pour tenir le cap, il ne faut jamais oublier que le désir d'enfant est d'abord la volonté d'un couple. Sans amour véritable ni complicité avérée, les combats ne peuvent pas toujours aboutir. Et le couple est extrêmement important puisqu'il va y avoir un père, il va y avoir une mère, et donc ça va permettre au cours de ce projet de commencer un petit peu à concevoir en quoi son compagnon ou sa compagne va devenir père et mère. Quand j'ai besoin de parler, il est toujours disponible. Quand j'ai besoin juste d'une présence, d'un contact physique, il est toujours là. Et il ne minimise jamais ce que je ressens. Ça, c'est important aussi parce que s'il y a des choses à évacuer ou de la colère ou quoi que ce soit, il est présent. Et ben moi, je voudrais dire que j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir rencontré Nicolas parce qu'il est là, quoi. Vu que c'est moi qui n'ai pas les ovocytes qu'il faut pour que ça fonctionne, d'avoir quelqu'un comme Nicolas qui est tranquillement là, qui me soutient, qui m'accompagne, qui est d'accord pour faire les choses, même des fois des choses un peu farfelues que je lui ai proposées. Et ben ça, c'est hyper important. Moi, ce que je voulais dire sur l'infertilité, c'est que effectivement, ça se vit à deux. Un peut être responsable, mais c'est à vivre à deux. Et c'est une équipe, donc on gagne et on perd ensemble. C'est comme en sport. Et il y en a toujours un qui est plus bas que l'autre, donc l'autre doit tirer celui qui est le plus bas. Mais il ne faut pas avoir de sentiment de responsabilité envers l'autre. Sinon, ça veut dire déjà que votre couple, il va pas bien. C'est pas du tout une épreuve pour notre couple. On se construit avec, comme un arbre qui passe les obstacles, qui se construit un petit peu vers le soleil. Bon, un petit peu tordu comme ça, mais on évolue vraiment ensemble. Ouais. En PMA ou au cours d'un projet d'enfant qui est un petit peu complexe, un petit peu difficile, la femme va se sentir isolée, puisque c'est elle qui va supporter les traitements. Et elle va donc s'isoler. Elle va avoir besoin d'un compagnon qui la soutienne. Chez moi, la douleur, elle est vraiment très, très profonde, quoi. J'ai vraiment l'impression d'avoir un pieu dans le cœur. Ça se serre, voilà, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Et s'il n'avait pas compris ça, s'il l'avait pris à la légère, ça ne l'aurait pas fait. Parce qu'il y a des jours où, effectivement, je craque et j'ai vraiment besoin de soutien. De soutien, j'ai besoin d'en parler beaucoup. Enfin, je ne ressens pas de culpabilité par rapport à cette situation, mais je ne me dis pas non plus que c'est de ta faute, quoi que ce soit. Je pense que, on subit, on est victime, autant toi que moi, de cette situation. On fait tout pour essayer de trouver une solution et d'arriver à avoir un bébé. Même si on n'a pas cet enfant par une relation sexuelle, une relation charnelle, fertile, qu'on puisse quand même, dans l'imaginaire et dans l'idée, faire cet enfant à deux. Plusieurs mois ont passé. C'est l'heure du bilan pour ces 4 couples qui espèrent un enfant depuis tant d'années. À Toulouse, Émilie et Mathieu s'apprêtent à vivre un moment majeur. C'est le jour de l'échographie du premier trimestre, étape qu'ils n'ont encore jamais franchie malgré les 6 débuts de grossesse d'Émilie. Je suis pas capable de faire un bébé de 7 cm déjà. Je me vois pas, j'imagine pas. J'ai toujours fait des nounours guimauves, des haricots, des pois chiches, des grains de riz. Du coup, ça fait bizarre de passer à la suite. Ouais. Allez. Alors, est-ce que vous la percevez là, tout au fond, ici? Oui. Le voilà. Avec son petit cœur qui bat. Ça, c'est parce qu'il bouge. Alors ça, c'est les petites jambes vers le haut. Vous voyez, les 2 jambes qui bougent, hein, avec les pieds au bout. On voit le bout de son nez. Là, la nuque, elle est normale. Hein. Complètement normale. Et donc, il va très bien. Pour toutes les femmes, c'est une échographie qui est pleine d'émotions, peut-être encore plus pour elle. Donc, elle en a déjà eu beaucoup, donc les émotions, elles commencent
Mais elle arrive à une date butoir où théoriquement on dit qu'à 12 semaines, s'il n'y a pas eu de fausse couche, normalement après, les choses sont réglées. Bon, s'il vous plaît. Oui, oui. Ouais, c'est super émouvant, surtout de le voir bouger, parce que c'est pas que des photos, parce que Mathieu l'a jamais vu bouger, il l'a toujours vu en photo figée. Moi j'ai eu ma petite montée de larmes quand il y a eu les battements de cœur. Il était plus sensible que moi. Mais c'est énorme d'un seul coup, puis c'est marrant parce que du coup on s'y attendait plus, on est tellement habitués à... On se sentait pas capable de faire un résultat comme ça. Là, comme tout le monde. Après 6 fausses couches et autant de déceptions, place à l'euphorie pour Émilie et Mathieu. Les craintes du premier trimestre se sont envolées et ils peuvent désormais se projeter avec joie dans leur vie avec bébé. Si pour le jeune couple toulousain, la roue tourne enfin, pour Raja et Malik, le chemin est beaucoup plus sinueux. Il y a quelques semaines, une 3e FIV devait avoir lieu. Et pourtant, cette tentative n'a pas pu se faire en raison d'un nouvel imprévu. J'ai revu mon gynécologue depuis, donc c'était une hypostimulation. Du coup, j'ai développé un kyste fonctionnel. Donc c'est un follicule qui a plus grossi que les autres et donc on a tout arrêté depuis pour attendre comment ça évolue et reprendre par la suite. Soit on laisse les choses se faire naturellement, soit on arrête parce que j'en ai marre que tu prennes ce genre de traitement et avec les complications que ça peut engendrer, les effets secondaires qui ne sont pas forcément tout le temps maîtrisés. Rien que l'histoire du kyste, moi je sais que ça a mis quand même les boules. Non, moi je n'imagine pas l'échec. Mais je pense pas à une solution annexe. On aura un enfant. Et le désir d'enfant est toujours là. Et avec tout ce qu'on a patienté, tout ce qu'on a vécu, on le veut encore plus, quoi. Parce que c'est le moment où il arrivera, on saura qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Des fois, je me dis, s'il faut qu'on reste seulement 2, on restera 2 et puis c'est tout. Mais c'est sûr que j'aimerais bien aussi un petit enfant, oui, ça c'est sûr. Hein. Aucune circonstance ne semble atteindre la volonté de Raja et Malik. La jeune femme devra traiter son kyste avant de retenter une fécondation in vitro dans les prochains mois. Ils croient en leur bonne étoile et restent persuadés que le temps leur donnera raison. À Rennes et en Normandie, c'est le jour des prises de sang pour Nolwenn et Virginie. Elles vont enfin savoir si l'insémination et le don d'ovocytes ont porté leurs fruits. Et pour ces femmes, les déceptions accumulées au fil des années rendent évidemment ces heures plus intenses. Aujourd'hui, c'est le jour le jour le pire dans le parcours de procréation médicalement assistée. Disons que cette prise de sang, je m'en passerais bien. Je sais qu'il faudrait faut être positif, tout ça, mais bon, quoi qu'il en soit, il y a toujours un petit moment difficile, sans compter qu'il y a aussi la chute des hormones. Donc voilà, une petite chute. Tant qu'on est dans le traitement, on prend les médicaments, on fait les piqûres, bon, c'est douloureux physiquement, mais on est tourné vers un objectif. Et ensuite, la prise de sang, c'est le jour de la grande attente. Parce que vous êtes sur la crête, vous ne savez pas si vous allez tomber du côté du négatif et vous ratatiner tout au fond du trou. Ma boîte à rêves et ma boîte à imagination, tout ça, elle est plus que vide. Elle a été trop utilisée, trop usée, trop et il n'y a plus grand-chose au fond de la boîte. Oui. Résultat partiel. C'est terrible. Coucou mon cœur. J'imagine que c'est des résultats. Tu ne l'as pas ouverte? Non. Bah non. Vas-y, tu peux prendre le temps d'enlever ton manteau quand même. Ouais. De toute façon... J'ai envie de savoir. Toi, Soquette, tu penses quoi? Soquette?
Ça va pas être pour cette fois. Non. Ouais. C'est trop bien. Laisse-toi aller. On va continuer. On va continuer. On l'aura, notre bébé. On l'aura. Malgré leur désarroi, Nolwenn et Jérôme ont décidé de continuer leur combat. Une 3e insémination est prévue dans les semaines à venir et ils envisagent même de passer au FIV. Ils savent que la route est longue, mais leur désir d'enfant est plus fort que tout. Oui. Tu m'entends? Bah oui, moi je t'entends. Alors? Et? Oui. Oui. Ça a marché? Oui. C'est vrai? C'est vrai? Bah oui, c'est vrai. C'est super. Et... On va pas s'emballer un peu? On va pas s'emballer, non. D'accord. Bon, super. À tout à l'heure. Ouais. Allô, allô, c'est pas facile la communication avec l'étranger. Ce soir-là, j'étais au travail, en Sicile, et j'étais complètement sidéré, parce que pour moi, après le rendez-vous qu'on avait eu avec le médecin le jour du transfert, pour moi, c'était clair qu'il n'y avait aucune chance que ça fonctionne. J'arrivais pas à y croire, en fait. J'étais dans un état de sérénité, mais je flottais sur mon nuage. C'était extraordinaire. Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie, parce que c'était vraiment inespéré, quoi. Après des années de déboires et une route chaotique, Virginie et Nicolas peuvent savourer leur bonheur incroyable. Ils ont surmonté tristesse et déconvenues sans jamais oublier leur objectif. Et leur patience a été doublement récompensée puisque ce n'est pas 1, mais 2 bébés qu'ils attendent. C'était tellement difficile pour arriver jusque-là, qu'on a mis tellement de temps pour y arriver. Toute la longueur du chemin et l'investissement psychique que ça demande. Et on sait que cette chance qu'on a eue, cette immense chance qu'on a eue, elle ne sera pas donnée à tout le monde. Par contre, ce qu'il faut, c'est que si on veut réellement un enfant, il faut vraiment aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est possible. C'est possible, oui. C'est possible. Il faut s'acharner, mais c'est possible. Bah oui. En plus, il y en a 2 d'un l'espoir. coup, alors ça aussi, c'est extra. Oui, ça c'est merveilleux. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est 2 d'un coup. Si on ne pouvait pas rêver mieux. Comme les enfants de Virginie et Nicolas ou Émilie et Mathieu, plus de 20 000 bébés vont naître cette année grâce à la science. Et pour les couples qui ont épuisé toutes les possibilités d'obtenir un enfant biologique, il y a aussi l'adoption. Sans compter qu'à l'avenir, certaines techniques apporteront de l'espoir au plus grand nombre. Utérus artificiel, mère porteuse ou congélation d'ovocytes, la parentalité de demain doit encore s'inventer. Parce que la médecine peut guérir et que le miracle de la vie restera une énigme à jamais, il faut persister quand on veut vraiment son bébé. Mon mec et moi, on n'en peut plus d'être 2. On veut juste un bébé. Quand on est amoureux, on cherche encore et encore ce foutu mode d'emploi pour avoir un petit gars ou même une petite nana. Je veux un bébé, c'est pourtant pas si compliqué. Un bébé, un petit bout de chou, rien qu'à nous. Mais pourquoi ça marche pas, bordel? C'est pas juste, c'est carrément cruel. Y a les vénards qui pondent à une vitesse folle, et nous, traînards, usés par la gaudriole. Les mois passent